maintenant de couper vos micros. Voilà. Et donc, bienvenue. Vous m'entendez bien, du coup? Donc, bienvenue à Carmen. Donc, Carmen, qui est pédopsychiatre et qui est responsable du service de pédopsychiatrie à l'hôpital de Strasbourg. Voilà, et donc qui va nous parler du Mamané. Et si tu as envie de dire plus de choses sur toi, Carmen, eh bien, je t'invite à le faire. Alors, je vais commencer à partager mon écran et juste déjà pour vérifier si vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'écran. Est-ce que ça va? C'est bon, Isabelle? D'accord. Alors, donc, merci beaucoup pour cette invitation pour parler d'un sujet si sympathique juste avant Noël, hein, donc le Mamané et l'importance de la voix dans le développement des bébés et justement en conférence au sein de la Maison de la Voix. Donc, je suis très touchée par cette invitation. Aussi un peu nerveuse parce que je connais bien sûr l'équipe de Courant d'Art et je n'ai pas l'habitude normalement de donner des conférences dans ce cadre-là. Mais je prends grand plaisir d'aborder ce thème avec vous parce que je pense que c'est un thème qui va parler de beaucoup de choses qui nous ont manqué cette année, en 2020, notamment des liens sociaux, des interactions sociales entre nous, des échanges, de l'attachement. Et je pense que ça va nous faire du bien. Et en plus, on va voir plein de vidéos de bébés et ça aussi, ça va nous faire du bien, je pense. Alors, le titre de la conférence est donc le Mamané et je vous vois venir hein, parce qu'on a l'impression que ça cible du coup uniquement les mamans. Alors que, est-ce que le Mamané est vraiment spécifique aux interactions entre une maman et son bébé? Et non. Bien sûr, ça s'applique aussi au papa, aux grands-parents, à la nourrice et à d'autres personnes proches du bébé qui interagissent avec lui. C'est pour ça qu'en anglais, on va distinguer le motheries, donc le mamané, et le fatheries, pour lequel il n'y a pas vraiment de mot en français. On dirait plutôt le parenté du père ou le parenté de la mère. Et de plus en plus, dans la littérature anglaise, on va parler de infant-directed speech. Donc, c'est vraiment la parole adressée aux jeunes bébés et aux jeunes enfants. Alors, on a quand même gardé ici le mamané parce que c'est juste plus joli comme expression et on s'était dit, voilà, ça s'imprime plus. Isabelle, est-ce que tu peux juste me dire si me voit la caméra ou si ma caméra a arrêté de fonctionner parce que je pense que tu me vois bouger les lèvres? Est-ce que tu vois bouger ou pas? C'est figé, hein? Je vais juste très rapidement sortir et relancer. Ça arrive parfois ma caméra. Donc, un instant, parce que je vais quand même vous illustrer certaines choses. Désolée pour ça. Voilà, là. Un instant. Oui, voilà, vous m'entendez mieux là maintenant. Oui. Des petits problèmes techniques qui arrivent de temps en temps, mais ça s'arrange. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je préfère faire ça parce que sinon, si je fais après des gestes, vous n'allez pas le voir. 2 secondes, hein. Je sais comment le fixer. Ça arrive régulièrement. Voilà. C'est quand on est toute la journée en Zoom. Parfois, ça saute. Donc, j'en profite pour répondre à des petites questions qui arrivent dans le chat. Donc, voilà. Je vais vous mettre le nom du site, puisque oui, les conférences, vous pouvez toutes les revoir sur le site de Courant d'Art. Et je vais vous mettre l'adresse. Donc, vous trouverez toutes les conférences en replay. Voilà, normalement, c'est bon. Là, vous devriez me revoir à nouveau bouger. Ça va? Oui. Très bien. Oui. Alors, du coup, j'aimerais bien dédier cette conférence à 2 bébés, à Éléonore et à Adèle, que vous voyez ici. Éléonore à gauche, qui a maintenant 3 mois, il me semble, et Adèle qui a 6 mois, et ainsi qu'à leurs parents, parce qu'ils m'ont confié quelques vidéos et photos pour illustrer certains des propos. Et bien sûr, je la dédie à tous les jeunes parents qui parenthèsent actuellement dans ces temps qui sont des temps un peu particuliers.
Alors, le mamané, commençons tout de suite avec un exemple. Donc, c'est une vidéo faite à la maison. Donc, vous voyez du bruit de la maison. Donc, ce n'est pas une vidéo faite en laboratoire. Adèle a ici 2 mois et vous allez l'entendre interagir avec sa maman. Et écoutez bien, à un moment, il y a le papa qui va interrompre la conversation. Et faites bien attention à quel point la maman va changer la tonalité de sa voix quand elle s'adresse au papa et puis quand elle revient discuter avec son bébé. Ouais, ouais, elle est bien la Doria. Oui, c'est rigolo. Ah, ouais. On est bien le transat. Ouh, j'avoue. Ouh, ouais. Ouais. Oui, bah écoute, je suis occupée. Ah, qui s'est occupé? Qui, oui. Là, c'est les petits déjà. C'est les petits déjà. Et ouais. Ah. Voilà, je pense que vous avez bien entendu. Donc, elle a une voix très mélodieuse, pleine d'affect, de haute tonalité, très modulée, très chargée en émotions positives. Et dès que son mari s'adresse à elle, elle baisse beaucoup sa voix. C'est beaucoup plus neutre, moins chargé d'affect. Et après, quand elle se réadresse à son bébé, elle va reprendre cette voix très enjouée, très expressive, très chargée en émotions positives. Donc, ça, c'est un exemple typique du mamané. Mais avant de vraiment vous parler en tous les détails du mamané, j'aimerais bien le mettre dans un contexte plus général, parce que le mamané, c'est vraiment un élément finalement des premières interactions sociales et d'une boucle interactive qui est extrêmement important pour l'enfant. C'est l'élément voix, mais il y a beaucoup d'autres éléments. Et pour vraiment comprendre l'importance du mamané, je pense qu'il faut déjà pouvoir comprendre comment ça s'intègre en général dans la synchronie interactive, dans l'accordage et dans les premiers liens d'attachement qu'on forme. Et c'est par ça qu'on va commencer. Alors, c'est quoi la synchronie interactive? Il y a beaucoup d'exemples dans le domaine chez l'animal, en fait, où on a des synchronies absolument époustouflantes. Donc, ici, vous voyez des sardines. Vous avez tous vu des images comme ça, qui bougent dans une synchronie absolument parfaite. Et c'est très, très impressionnant comment les sardines arrivent à faire. Vous avez ici un autre exemple, des tourneaux. Magnifiques, des formations de vol, justement, où il y a une synchronisation magique entre tous ces oiseaux qui vont voler en formation. Bien sûr, pour ces espèces-là, il y a un enjeu particulier. On ne comprend pas tout encore sur ce synchronie interactive ou sur la raison d'être, mais une raison, c'est sûr, c'est pour se protéger de prédateurs. Dans le cadre des sardines, ça va être le requin, et pour les étourneaux, ce sont d'autres oiseaux prédateurs, parce que quand on vole comme ça en formation, c'est très impressionnant. Ça donne l'impression qu'on est très nombreux. Il y a d'ailleurs un livre pour enfants qui est très joli, si jamais ça vous intéresse, des Leo Lionni, qui s'appelle Swimmy en anglais. C'est un autre nom en français, ça va me revenir le nom français, mais qui parle de ça en fait, quand beaucoup d'animaux se mettent ensemble pour paraître plus grands. Bien sûr, et ça c'est pour Isabelle, qui est une grande amie des oies sauvages, les oies aussi se mettent en formation V, quand ils volent, donc vont avoir aussi cette synchronie interactive. Mais comment est-ce que ça se décline finalement chez l'homme? Souvent, c'est beaucoup moins visible, on n'y pense pas trop. Alors, la définition de la synchronie interactive chez l'homme, elle est un peu compliquée. Donc, c'est l'adaptation dynamique et réciproque de la structure temporelle des comportements et de l'affect partagé entre partenaires interactifs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si 2 personnes interagissent, qui sont des partenaires dans l'interaction, qui partagent l'affect de manière adaptative, c'est-à-dire ce n'est pas figé, mais l'un va se baser sur ce que fait l'autre, à la fois au niveau des gestes, au niveau de la parole, c'est réciproque. Et il y a aussi la notion d'un certain rythme, d'une temporalité. Donc, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une maison de la voix où le rythme musical est important. Ça aussi, dans la synchronie interactive, il y a une rythmicité qui doit être respectée dans les interactions. Et chez l'homme aussi, finalement, d'avoir des compétences en synchronie interactive, c'est vraiment la base pour notre capacité de construire une société collaborative,
non égoïste. Et je pense là aussi, on y a beaucoup pensé ces dernières années, et surtout cette année 2020. Et cette compétence-là, voilà, elle va s'acquérir très tôt dans la vie et justement au cours des toutes premières interactions. Et c'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ça va être cristallisé au moment du bonding. Alors, le bonding, c'est un terme anglais. Ce sont vraiment des premiers liens spécifiques que le bébé va créer avec des personnes de référence et qui sont pourtant essentiels, nécessaires pour finalement comprendre les lois dans un échange social, l'empathie, pour encourager l'empathie et pour favoriser ce qu'on appelle la cognition sociale. Et je vais bien sûr vous donner des exemples très concrets par la suite. Du coup, ce n'est pas étonnant que depuis, je dirais, des années 40, beaucoup de chercheurs, de scientifiques ont fait de la recherche sur les interactions précoces, vu l'importance que ça va avoir non seulement pour la trajectoire finalement individuelle d'un individu, mais aussi pour finalement la société. Donc, bien sûr, il y a les psychanalystes qui se sont penchés sur cette question, et notamment les premières psychanalystes d'enfants, Melanie Klein et Anna Freud à l'époque à Londres. Margaret Mahler, qui a après débuté ses travaux sur l'attachement, qui ont été repris. Alors, il y a eu des courants au niveau de l'éthologie et des attachmentistes. Vous voyez ici au niveau de l'éthologie Konrad Lorenz avec les oies avec lesquelles il a travaillé. Vous voyez ici les singes en chiffon et le singe dite nourricière avec un biberon de Harry Harlow, qui a du coup essayé de voir qu'est-ce que l'enfant va privilégier. La personne qui va, le singe va privilégier le singe qui va le nourrir en quelque sorte, mais qui est construit par un fil de fer, ou le singe qui va finalement donner un contact physique. Donc des travaux qui ont fait beaucoup avancer nos connaissances au niveau de l'attachement. Les systémiciens, donc entre autres Václavic par exemple. Finalement, la psychologie développementale dans ses, je dirais, formes plus avancées, parce que bien sûr, nous avons avec les temps eu beaucoup plus de moyens de pouvoir regarder ce qui se passe du côté de l'enfant. Je vous donne un exemple. Piaget a pendant longtemps dominé des théories de Piaget sur le développement cognitif chez l'enfant, mais Piaget a sous-estimé les bébés. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas tous les outils que nous avons aujourd'hui pour vraiment voir toutes les compétences, notamment sociales, qu'un enfant, qu'un bébé a quand il va naître. Et bien sûr, ces dernières années, c'est plus sophistiqué. Nous pouvons analyser les signaux sociaux, nous pouvons faire des imageries, l'imagerie cérébrale. Et là aussi, on a encore un peu avancé pour mieux comprendre les interactions précoces. Alors, au niveau de la neurobiologie, je vais vous parler quand même d'un aspect parce qu'il est particulièrement intéressant et vous allez aussi en entendre parler, je pense, ces prochaines années, parce qu'on a trouvé un molécule qui est complètement essentielle aux interactions précoces et qui a une importance qu'on ne soupçonnait pas encore il y a 30 ans, et ça, c'est l'oxytocine. Alors, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Peut-être ceux qui ont déjà eu des enfants, celles qui ont déjà eu des enfants et qui ont accouché, parce qu'on en parlait beaucoup autour de l'accouchement. On peut l'utiliser pour déclencher l'accouchement, et on connaissait le rôle au moment justement de l'accouchement, de l'allaitement, de la lactation. Mais depuis les années 2000, on a découvert que c'est un hormone absolument formidable qui va finalement soutenir tous les liens d'attachement qui existent. Certes, les liens d'attachement maternel, paternel par rapport à leur bébé, donc attachement parent-enfant dans la suite de l'accouchement, mais aussi l'attachement entre adultes, c'est-à-dire l'oxytocine va avoir un rôle très particulier quand deux personnes tombent amoureux, quand un couple se forme, et sur la réussite du couple, c'est-à-dire si ça se passe bien au niveau de la communication, au niveau de la sexualité, l'oxytocine joue un rôle extrêmement important, mais aussi finalement dans l'attachement entre un individu et un groupe social. Et c'est assez étonnant comme hormone parce qu'en fait, le plus qu'on va avoir du toucher ou du contact physique, le plus l'oxytocine va augmenter
Et le plus qu'on a de l'oxytocine, le plus il va y avoir tendance à toucher l'autre et avoir plus de contact physique. Donc, c'est une boucle positive qui va se renforcer continuellement. Et c'est vraiment une des bases biologiques maintenant très bien décrites. Et je remercie Marcel Hibert pour cette diapositive, un chercheur en pharmacologie médicinale qui travaille beaucoup sur l'oxytocine et notamment son utilisation après pour les études. Qui m'a donné le droit d'utiliser sa diapositive. Et l'oxytocine va donc vraiment encourager les interactions sociales et former l'attachement entre différentes personnes et notamment entre le bébé et ses parents. Et une chercheuse qui a du coup beaucoup travaillé dessus, parce qu'on va y arriver, hein, ça va aussi être important pour le Mamanais, et Ruth Feldman, qui est en Israël, à la Bar Ilan Université. Je crois qu'elle vient récemment de changer, elle est toujours à Tel Aviv. Et elle a justement regardé quels sont les liens finalement entre les taux d'oxytocine et les comportements prosociaux, affectueux que les parents vont avoir avec leur bébé. Parce qu'on savait que les taux d'oxytocine ne sont pas pareils d'un individu à l'autre, mais très stables au sein d'une même personne. Et c'est uniquement dans les contextes où effectivement il y a un couple qui se rencontre, où les parents font connaissance de leur nouveau-né, que là, il y a une augmentation en fait, du taux d'oxytocine. Il y a une sorte de couplage entre le niveau d'oxytocine. C'est vraiment assez magique entre une personne et une autre. Donc, elle a fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et ce qu'elle a pu montrer, donc ici, ce sont sur 160 parents et leurs premiers enfants qui ont été vus juste après la naissance et 6 mois après. Elle a pu voir qu'à la fois chez la maman et aussi chez le papa, que plus d'oxytocine était associé avec plus de comportements affectueux du parent vers l'enfant en proportion, et donc chez la maman, et plus de comportements stimulants du côté du papa. Et globalement, dans une autre étude consécutive, où elle avait un groupe plus grand de parents, on voyait que les taux d'oxytocine étaient positivement corrélés, par exemple, au toucher. Donc, illustrant ce que j'expliquais, que plus il y a d'oxytocine, le plus on touche, le plus il y a d'oxytocine, le plus on touche, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, on connaît assez bien une synchronie interactive chez l'homme qui est biocomportementale. Et c'est important, alors pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est évident, mais certaines personnes séparent encore beaucoup le monde de la psyché et du cerveau, comme si voilà, tout ce qui était psychique était complètement détaché d'un substrat. Donc bien sûr, hein, ça interagit très fortement. Et je vais vous montrer comment ça intervient dans différentes situations finalement d'attachement qu'on peut avoir. Alors, tout d'abord, quand on rencontre des étrangers, au niveau de la synchronie comportementale, elle est complètement régulée par les règles sociaux et qui peuvent appartenir à une certaine culture. Par exemple, dans certaines cultures, dès qu'on rencontre quelqu'un même qu'on ne connaît pas, on va regarder, on va facilement dire bonjour, how are you? Par exemple, aux États-Unis, ça va être très approprié. Dans d'autres pays, ça va être très inapproprié de regarder même l'autre personne. On a regardé, est-ce que chez les étrangers qui se rencontrent, est-ce qu'il peut y avoir un couplage vraiment physiologique au niveau de la fréquence cardiaque? Et effectivement, il y a parfois des coordinations possibles si les deux personnes font une chose en même temps et qui sont très proches. On peut y avoir du coup, la fréquence cardiaque va un peu se coordonner. Est-ce que l'oxytocine joue aussi un rôle? On a là trouvé que c'était uniquement s'il y a des actes d'empathie qui se font entre deux personnes, que là, finalement, il peut y avoir un rôle de l'oxytocine, mais il n'arrive pas jusqu'à un niveau de couplage avec un étranger. Et quand deux personnes interagissent alors qu'ils ne se connaissent pas, donc quand on s'imagine l'autre et quand on mentalise effectivement, à ce moment-là, il y a une activation un peu coordonnée au niveau cérébral qui peut être un substrat de cette mentalisation en présence d'un étranger. Qu'en est-il maintenant d'amis? Donc, des amis qu'on connaît bien.
Au niveau du comportement, souvent, il y a des patterns de réciprocité sociale qui se sont installés. C'est-à-dire, les amis savent très bien comment ils vont interagir l'un avec l'autre. Et là, effectivement, s'il y a des actions conjointes, on trouve qu'il y a une coordination au niveau de la fréquence cardiaque. Donc, il y a vraiment une trace physiologique de cette réciprocité. Et quand on interagit avec des amis, on voit qu'il y a plus d'oxytocine qui est sécrétée, mais là aussi, à nouveau, il n'y a pas de couplage. Quand on regarde maintenant l'EEG, donc l'activité du cerveau, à ce moment-là, on voit qu'il y a une certaine réponse avec une certaine aussi, il y a une synchronie comportementale, par exemple au sein d'équipes, au niveau du cerveau social. Donc, on voit que le cerveau social est engagé et aussi une coordination au niveau du réseau miroir, c'est-à-dire quand moi, j'essaie de comprendre quelles sont les intentions de mon ami, par exemple, à ce moment-là, il y a une coordination d'activité cérébrale. Qu'est-ce qu'il y a maintenant des amoureux, hein? Donc, les personnes qui sont en couple. On monte un cran forcément. Donc là, il y a vraiment une synchronisation de patterns non-verbaux. Et en général, alors si vous voyez un peu les couples autour de vous, on voit souvent bien les couples qui s'entendent bien et ceux qui s'entendent un peu moins bien, parce que les couples qui s'entendent bien sont assez synchronisés finalement dans leurs gestes, orientés vers l'autre. Et vraiment, c'est parfois comme une petite chorégraphie. Chez les couples, il y a une coordination de la fréquence cardiaque durant et ça reste encore persistante après une interaction. Et là, on remarque ce que je vous ai déjà dit, non seulement une coordination, mais un couplage d'oxytocine et de cortisol entre les parents et aussi une coordination d'oxytocine entre amoureux. Et là, quand on regarde l'activité cérébrale de deux personnes qui sont en couple en interaction, pareil, on voit qu'il y a des réseaux de mentalisation qui sont activés et au niveau temporal aussi, certaines oscillations, on n'a pas besoin d'aller dans les détails, au niveau de l'activité cérébrale. Donc, on voit les traces physiologiques, en fait, qui vont nous permettre presque de voir que là, il s'agit d'un couple et là, il s'agit plutôt d'amis. Et une personne qui a fait une recherche absolument époustouflante, alors on n'a pas besoin de tout comprendre, mais je vous le montre juste en image, c'est Guillaume Dumas de l'équipe de Jacqueline Nadel à Paris. Et Guillaume Dumas a laissé interagir deux personnes et parfois il y a quelqu'un qui devait imiter l'autre et parfois il n'imitait pas. Et il a montré que quand il y a imitation, en fait, il y a des ondes cérébrales, l'activité cérébrale qu'on mesure à l'EEG qui va se synchroniser avec l'autre personne sans que les personnes se touchent. Alors, c'est aussi assez magique et ça a été très magique pour la communauté scientifique, vous pouvez vous imaginer. Et s'il y a parmi vous des personnes de formation psychanalytique, c'est comme si c'était un substrat de l'intersubjectivité finalement qu'on pourrait mettre en évidence. Donc, ces recherches se poursuivent. Nous aussi, on participe actuellement à une recherche où on va regarder ça prochainement chez des enfants avec plus grande difficulté d'interaction, les enfants avec autisme, pour voir si c'est possible que parfois avec les thérapeutes, il y a comme ça des ondes qui peuvent se mettre en synchronie. Et là, on augmente encore un cran pour parler maintenant des parents, parce qu'on va arriver au même année, je vous rassure. Alors, au niveau de la synchronie comportementale, donc, il y a un comportement parent-bébé quand ça se passe bien qui est vraiment synchrone. C'est-à-dire, il y a le regard qui est adapté, il y a l'affect, l'émotion qui sont synchronisés, il y a un vrai jeu de toucher, de la voix, du regard, des émotions, qui sont spécifiques à la mère d'un côté, qui sont spécifiques au père de l'autre. La fréquence cardiaque est bien synchronisée durant les interactions qui sont synchrones. Alors là, bien sûr, la fréquence cardiaque du bébé est plus élevée que celle des parents, ça vous le savez, mais il y a une synchronisation entre les deux. Et il y a un couplage au niveau des taux d'oxytocine suite à un contact et une coordination de la réponse en cortisol suite à un stress. Et ce qui a été, par exemple, une expérimentation qui a été faite par Ruth Feldman, qui paraît presque un peu magique, elle a administré de l'oxytocine au père juste avant d'interagir avec leur bébé. Et ce qu'elle a pu montrer, c'est
que après, en fait, en spray nasal, quand les papas prenaient un spray nasal d'oxytocine, ils avaient plus de comportements, je dirais, sociaux, affectueux avec leurs enfants. Et en fait, non seulement eux-mêmes avaient des taux plus élevés d'oxytocine, mais ça provoquait chez les bébés aussi une augmentation de l'oxytocine alors qu'on n'avait pas administré de l'oxytocine chez les bébés. Pour vous montrer la puissance en fait de ces liens, et là aussi, il y a l'EEG qui peut justement se coordonner. Alors, maintenant, en réalité, vous avez déjà vu l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure avec la petite Adèle. La synchronie interactive en communication, elle est en face à face. Et d'ailleurs, les mamans, vous pouvez prendre 25 mamans en interaction avec leur bébé en photo. Elles vont être à la bonne distance du bébé. Le bébé va être bien positionné juste en face d'elles. Elles vont vraiment être leur visage en face du visage des bébés. Et ça, c'est quelque chose, c'est dans cette situation que le bébé peut montrer toutes ses compétences. Et d'ailleurs, Meltzer, dans les années 70, a pu montrer pour la première fois que directement déjà après la naissance et les jours qui suivent, les bébés étaient tout à fait capables d'imiter, par exemple, dans un bon face-à-face et à une distance adaptée, alors qu'avant, on pensait que les bébés avaient quasi aucune compétence, notamment sociale ou au niveau de la communication sociale quand ils naissent. Donc, du coup, le signal social en face-à-face, et bien sûr, se compose de plein d'éléments. Il y a des signes non verbaux, des gestes qu'on va faire, il y a la posture. Ce n'est pas du tout pareil si je me mets en arrière ou si je suis orientée vers l'avant, complètement ouvert, comme font la majorité des mamans quand elles interagissent vers l'enfant, les mouvements du corps, l'imitation. D'ailleurs, spontanément, les parents vont beaucoup imiter les grimaces que fait l'enfant et comme ça, l'enfant se voit finalement dans le visage. Il a une sorte de miroir qui lui est tenu et, voilà, et peut comprendre progressivement, faire du sens de tout ça, l'expression faciale, le regard mutuel. Et vous voyez à quel point ici, la petite Éléonore, elle accroche le regard et elle veut qu'on la regarde yeux dans les yeux. La prosodie, on en a déjà entendu parler, mais on va bien sûr aller dans beaucoup plus des détails. La parole et des signes langagiers qui en font partie. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que c'est vraiment si important que ça pour le bébé? Alors, souvent, quand on se pose des questions comme ça en sciences, alors c'est parfois pas évident de prouver que c'est réellement important, mais ce qu'on fait souvent, on se dit, mais si on casse ce rythme-là, si on l'enlève, est-ce que ça a des conséquences négatives? Donc, c'est parfois plus facile à démontrer. Et du coup, il existe une situation expérimentale très connue qui s'appelle le still face. Alors, vous allez voir, ce n'est pas évident pour les jeunes mamans à regarder. C'est alors une maman et un bébé qui vont bien, mais qui vont passer par une expérimentation. Je vais vous l'expliquer parce qu'après, la vidéo est en anglais et je vais la laisser en anglais parce qu'il faut quand même que vous écoutez les sons du bébé. Alors, donc la maman va interagir normalement avec son bébé en face à face et on va lui demander après 2 minutes de tourner la tête et puis de revenir se mettre en face à face avec son bébé, sauf que là, elle va avoir une expression neutre. Et elle ne va absolument pas réagir, elle ne va pas être fâchée, mais juste neutre. Et on va voir ce que le bébé met en place pour récupérer en quelque sorte cette maman qui ne réagit plus du tout comme elle a l'habitude de le faire parce qu'elle a violé complètement toutes les règles d'une synchronie interactive. Je vais vous montrer ça pour que vous compreniez à quel point les bébés sont sensibles par rapport à cette rythmicité parfaite qui doit être parfaite pour eux. Alors, je vais avancer parce que le début, ça ne nous intéresse pas trop. Isabelle me confirmera avec son pouce si le son est bon. Experiment what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do
in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Voilà. C'est difficile à regarder, je pense pour les jeunes mamans notamment, mais vous voyez à quel point le bébé va très vite rentrer en souffrance en fait quand cette synchronie interactive dont le mamané, le langage que vous avez entendu fait partie, est cassé. Et du coup, vous pouvez vous imaginer dans certaines situations qu'on a l'habitude de traiter en psychiatrie et en pédopsychiatrie, où pour des raisons de maladie, il n'y a pas le moyen pour le papa ou pour la maman d'être dans une synchronie interactive parfaite, que ça peut avoir des conséquences importantes. Et je vais en parler un tout petit peu par la suite. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est-à-dire, les bébés sont même très, très, très sensibles par rapport à un petit décalage. On pourrait appeler ça aujourd'hui le syndrome Zoom, parce qu'on fait tous des visios, on fait tous des Zooms, mais comme vous voyez, parfois la connexion n'est pas bonne et on a un petit décalage de rien du tout, mais ce qui fait qu'on parle tout le temps en même temps, qu'on interrompt l'autre, etc. Donc, ce n'est pas parfait, ces visioconférences, et du coup, ce n'est vraiment pas parfait quand on veut interagir, c'est mieux que rien, mais avec un jeune enfant, parce que pour l'enfance, il va y avoir forcément un peu de décalage. Et ça, je reviens un peu, excusez-moi, en arrière. Ça, on peut le tester dans les dispositifs comme ça. Vous voyez, il y a un transat, il y a une grosse caméra, une installation au-dessus. Et puis, de l'autre côté, il y a la maman, par exemple, ou une personne qui interagit. Et tout simplement, ce qu'on va faire, on va créer un petit décalage entre le moment où la maman va réellement parler et ce que le bébé va réceptionner. Et tout de suite, ça va être remarqué, en fait. Ce n'est pas une interaction, un rythme que le bébé a l'habitude de voir et va être sensible par rapport à ça. Donc, c'est extrêmement important pour le bébé. Donc, voilà, c'était une très longue introduction, je sais, mais on va parler maintenant du mamané. Donc, maintenant que vous avez compris dans quoi ça s'intègre, on va s'atteler vraiment aux aspects beaucoup plus spécifiques. Alors, vous avez déjà écouté cette vidéo où Adèle avait 2 mois. Je vous donne juste un autre exemple, juste voir si je l'ai assez haut pointé, où elle a 4 mois et demi. Qu'est-ce que tu nous racontes, Adèle? Ah oui, tout ça. Voilà, donc effectivement, c'est du mamané. Et c'est quoi le mamané? Vous voyez ici des exemples de paroles dirigées vers un adulte. En gros, on fait c'est ça ce qu'on fait globalement quand on parle aux adultes, comme je vous parle là maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand on parle à un enfant? C'est beaucoup plus modélé. Vous voyez ici la fréquence. Alors, je vous donne des exemples, c'est souvent publié en anglais. Can you say ah? Say ah. Hey you, say hi, hi. Voilà. Donc ça va être à peu près le mamané. Et ça, c'est assez universel. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire, il y a des composantes qui se trouvent dans toutes les langues. N'importe quelle langue vous allez regarder. Premièrement, c'est la question de l'intonation. C'est-à-dire, il y a une intonation beaucoup plus modulée. Il y a des caractéristiques au niveau du rythme et de la prosodie qui sont que le pitch, donc la fréquence, la tonalité va être plus élevée. Souvent, le tempo est un peu ralenti.
fait un peu plus de pause et plus de répétitions prosodiques. Oh, 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 par exemple. Après, il y a des mots et des constructions qui sont dérivés, certes, du langage habituel, mais on va utiliser des formules beaucoup plus courtes. Ça va être plus répétitif. Et ça aussi, ça se trouve à peu près, enfin, dans beaucoup de langues, que la troisième personne utilise et remplace souvent la première et la deuxième personne. C'est-à-dire, la maman ne va pas dire « Oh, je t'aime », elle va dire « Oh, maman t'aime, papa t'aime, oh, où est Léonore ?» Par exemple, on ne va pas dire « Où es-tu ?» parce qu'on sait bien que ce n'est pas encore tout à fait adapté à ce niveau de langage. Donc, spontanément, personne n'a besoin d'avoir un manuel d'instruction pour ça. On va s'adapter, on va plus utiliser la troisième personne. Et on pose beaucoup plus de questions. Can you say ah dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et il y a aussi après des lexiques spécifiques au mamanais avec des petites expressions gili, où on va utiliser certaines expressions pour certains objets, par exemple. Alors, pour tous ceux parmi vous qui sont des orthophonistes, qui sont des professionnels du domaine, je ne peux que vous recommander cet excellent article vraiment de Catherine Saint-Georges et de l'équipe de Paris, Mohamed Chetouani, David Cohen, qui d'ailleurs m'ont aussi permis d'utiliser certains de leurs diagrammes aujourd'hui. C'est publié en PLOS ONE, donc en accès libre, en 2013. Et vraiment, c'est une super revue systématique. Alors après, ce qui est intéressant, il y a quand même des choses, c'est-à-dire très vite, la prosodie et la parole dirigée vers l'enfant, donc le mamanais, va utiliser différentes catégories. Et donc, là aussi, je vous donne un peu des exemples. Ce sont des travaux entre autres d'Anne Fernin. Donc, l'approbation, c'est-à-dire, on va dire à un enfant, that's a good boy, that's a good boy. Ou l'interdiction, non, non, baby. Non. Ou l'attention, can you get it? Can you get it? Ou encore du confort. Oh, honey. Vous voyez, la prosodie est assez répétitive, assez claire. Et en fait, rien que les adultes, quand on leur montre du mamanais ou qu'on les faisait écouter du mamanais d'autres langues, l'adulte peut correctement classifier est-ce que c'est une parole alors que ce n'est une langue qui ne parle absolument pas? Est-ce que c'est de l'approbation? Est-ce que c'est une interdiction? Est-ce qu'on veut tirer l'attention ou est-ce que c'est une parole de confort? Et le bébé, bien sûr, va aussi pouvoir comprendre ça. Ils ont même fait des tests avec les bébés en les faisant écouter dans du mamanais d'autres langues. Et il y a des expérimentations comme ça qui existent. Les bébés peuvent aussi classer correctement à partir d'un certain âge, finalement. Ils peuvent comprendre que là, c'est une interdiction, même si c'est une langue qu'ils ne comprend absolument pas. Et d'ailleurs, les enfants qui ont parfois des difficultés à rentrer dans le langage, c'est l'intonation, c'est la prosodie qui comprennent en premier avant de comprendre des mots. Maintenant, cette prosodie va donc varier en fonction de l'intention de la mère, donc approbation, interdiction, attention, confort. Et ça veut dire que c'est émotionnellement très expressif, d'ailleurs souvent positivement, parce que même là, vous voyez bien, le non, ici c'est non, non, donc c'est quand même assez chanté encore. C'est souvent associé à un rire. Là aussi, les exemples que je vous ai montrés montrent ça, très articulé, avec des voyelles très articulées. Et pour la recherche, c'était parfois compliqué parce que, bien sûr, on ne peut pas trop pas facilement séparer le mamanais parler de l'expression qui s'y associe, qui est très expressif aussi, c'est-à-dire c'est des grands mouvements de lèvres. Donc, il y a aussi le signal visuel pour l'enfant qui est important, qui accroche du coup encore davantage le visage. Ce que ça fait, ça donne au bébé une idée très claire de l'intention de communication de la personne qui parle et de l'état émotionnel de ses parents. C'est-à-dire, il va avoir un premier accès exagéré, certes, mais du coup très facilement compréhensible de l'intention de l'autre. Et c'est la base, finalement, je vais vous montrer des détails, de l'intersubjectivité, finalement, chez le bébé. Alors, ça, c'était les parties qui sont vraiment communes et qu'on trouve à peu près dans la majorité des langues, en tout cas, qui ont été examinées. Après, il y a des variations qu'on peut observer. Donc,
variation selon la langue, par exemple, typiquement dans l'anglais américain va avoir la plus grande modification de la prosodie. Et d'ailleurs, souvent, en tant qu'Européen, quand on voit une maman américaine interagir avec son enfant, on trouve ça très, très exagéré. Mais vraiment parce que dans la culture, la prosodie est très, très, très ample et beaucoup de modifications, beaucoup plus que par exemple en Angleterre, en termes de quantité. Selon l'âge de l'enfant. Alors là, c'est intéressant parce que les mamans et les papas s'adaptent en fait sans s'en rendre compte parce que la tonalité, donc cette haute modulation, ça va augmenter continuellement après la naissance jusqu'à environ 4 à 6 mois. Et après, naturellement, on va diminuer ça jusqu'à environ l'âge de 2 ans, parce que l'enfant en a moins besoin de ça pour être accroché, pour être dans l'interaction. Et donc, les parents vont diminuer automatiquement. Ils vont aussi avoir beaucoup plus de paroles de confort dans les 3 premiers mois. Ça va bien. Oui, tu verras. Oui, ça va, par exemple. Et après, ça va se modifier et ils vont être plus dans l'approbation de quelque chose. Oui, c'est bien, tu fais bien, tu y arrives. Jusqu'à environ, donc jusqu'à 6 mois où c'est vraiment au plus haut niveau et après, ça diminue. Et après, il y a plus de place pour les vocalisations dites dirigistes. Regarde ça. Ah, tu veux celui-ci, tu veux le prendre, qui sont le plus importants autour de l'âge de 9 mois environ. Donc, en fait, une parole va changer, qui va être très affectueux et dans l'affectif tout au début, et va devenir, parce que le niveau de langage et de compréhension va augmenter, plus informatif, rien que dans la première année de vie de l'enfant. Après, il y a des variations selon les vocalisations de l'enfant et selon ses compétences à lui et sa réactivité. Et ça, c'est un facteur majeur. Et c'est important de le savoir parce qu'on a toujours l'impression que le manais, vient entièrement des parents qui le font pour leur bébé. Et en fait, quand on fait des études, on a trouvé que ça dépend beaucoup du retour que le bébé fait en fait aux parents. C'est-à-dire, tout petit décalage, je vous montrais tout à l'heure les caméras et le syndrome Zoom, dans une situation comme ça, les mamans aussi vont moins être dans le mamanet parce qu'en fait, comme les retours sont décalés et pas au bon moment, pour elles aussi, c'est pas aussi facile de rester dans un mamanet adapté. Pareil, on va voir ce qui fonctionne pour un enfant. Si un enfant a besoin d'une tonalité très élevée pour réagir et pour être vraiment attentif, les mamans vont avoir tendance à faire ça. Si par contre, l'enfant fonctionne un peu mieux à une tonalité moindre, on va s'adapter aux besoins de l'enfant. Ça se passe toujours dans une synchronie. Et dans les études qui ont regardé justement des enfants avec difficulté dans l'interaction, notamment les premiers signes d'autisme, là, en fait, il y aura une augmentation du mamanet parce qu'en fait, on veut contrecarrer. Dans un premier temps, on observe bien qu'il y a des difficultés et on va essayer de stimuler l'enfant davantage, d'être encore plus, finalement, dans du mamanet avec des grandes variations prosodiques notamment. Après, ça peut varier selon l'autre partenaire, donc selon la mère ou les parents. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas tous égaux, comme par rapport à beaucoup de choses. Alors, il y a effectivement, on a trouvé ces corrélations entre l'oxytocine, des taux personnels, je dirais, de chacun au niveau de l'oxytocine, et le comportement parental affectueux, qui ne concerne pas seulement le mamanet, mais aussi le toucher. Donc, ça va se décliner dans différents signaux comme ça qu'on va émettre pour l'enfant. Bien sûr, ça a une importance dans le cadre d'une dépression, notamment d'une dépression du postpartum, où là, la maman ne peut pas être dans une synchronie aussi parfaite qu'elle le souhaiterait. Elle est dans l'incapacité à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on considère toujours que c'est une urgence, non seulement pour la maman, mais aussi une urgence relative pour le bébé et pour l'interaction entre les deux. Et donc, c'est beaucoup lié finalement à l'état émotionnel, à la réceptivité maternelle. Et c'est extrêmement important pour l'adaptation dynamique entre le bébé et l'adulte qui est en réaction de ces signaux qui viennent de l'enfant. Donc, pour résumer cet aspect du mamanet, finalement, donc la réponse synchrone de l'enfant et la présence dans l'interaction au niveau du regard, au niveau des vocalises, ça améliore le mamanet. Et le mamanet, de l'autre côté, améliore
l'engagement affectif de l'enfant, la réactivité, son attractivité, là, à quel point il reste finalement dans cette interaction. Donc, il y a cette synchronie réciprocité qui est extrêmement important pour le mamané. Quelqu'un a posé une question? Non. Alors, est-ce que c'est maintenant spécifique à la mère? J'avais déjà dit lui, non, et aux parents non plus. Donc, je vous montre ici juste une situation où, attendez, voilà, où c'est un examen pédiatrique et vous voyez la pédiatre qui examine un bébé à l'âge de 6 mois. Elle aussi, elle utilise le mamanet. Vous allez voir, elle parle doucement. Bon, je ne vais peut-être pas vous montrer plus que ça, mais en tout cas, elle a aussi une parole avec une tonalité qui augmente et un rythme particulier. Et on pourrait même dire que ce n'est pas spécifique aux interactions avec un bébé, parce que les Anglais utilisent le terme doggerel, et je vais juste, ça va être plus fort, je crois, je vais essayer de diminuer un peu le son. Who's a good girl? You are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Voilà. Donc, ça, c'était spécial pour Richard, effectivement. Donc, quand on s'adresse aux chiens, beaucoup de personnes, naturellement, font en fait du mamanet avec un pitch très élevé, une tonalité et les mêmes moments d'approbation, d'interdiction, confort, etc. Alors, d'où vient le mamanet maintenant? Parce que une chose qu'on peut dire, c'est spécifique à l'homme, par exemple, par rapport à d'autres primates. Oui, Isabelle? Oui, excuse-moi, Carmen, je vais quand même juste en profiter pour poser une petite question. Est-ce que notre taux d'oxytocine à l'âge adulte est dépendant de notre exposition à cette synchronie pendant l'enfance? C'est une question de Camille. C'est une super question et ça serait certainement extrêmement intéressant de le regarder. Intuitivement, je dirais oui. Parce que, alors, ça n'a pas été regardé, bien sûr, parce que pour ça, il faut faire une étude prospective très longue. Il faut mesurer des taux déjà au moment de la petite enfance. Il faut mesurer la qualité des interactions sociales qu'on a eues. Et après, il faut suivre dans la durée et voir ce que ça fait. Mais plusieurs choses font penser à ce que ça soit le cas parce que c'est sous forte influence épigénétique, c'est-à-dire l'oxytocine s'adapte en fonction de l'expérience. Ça, on le sait. Et du coup, s'il y a une grande qualité au niveau des interactions précoces, et puisqu'il y a cette boucle positive, on peut s'imaginer qu'à ce moment-là, tout se met sur un niveau où l'oxytocine est plus élevée. Et chez l'animal, c'est aussi ce qu'on peut observer. Et d'ailleurs, ce sont chez l'animal, chez les rongeurs, ça a été démontré, effectivement pas chez l'homme, que même une fois que les taux sont du coup élevés parce qu'on a appris un bon comportement en synchronie interactive, ça, c'est comme c'est un processus épigénétique qui peut se transmettre de génération en génération. C'est-à-dire, une génération qui a eu effectivement une bonne synchronie, ça se transmet ce niveau d'oxytocine finalement. Mais chez l'homme, ça n'a pas encore été montré, mais on a de fortes chances que ça soit chez l'homme un peu pareil. Alors, d'où vient le mamanet? Donc, il y a bien sûr une perspective anthropologique parce qu'on sait que le chimpanzé, par exemple, n'a pas de mamanet, pas comme ça. Alors, donc, on a essayé de comprendre quand est-ce que ça a débuté et probablement dans les stades précoces de l'Homo sapiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec finalement la taille du cerveau a augmenté. Comme vous le savez, c'est plus au niveau du cortex préfrontal. Et à un moment, ce n'était plus possible sinon d'accoucher si on continuait à mettre au monde des êtres vivants tout faits. Donc, il y avait un avantage au niveau de l'évolution
si les femmes, parce que pour ainsi dire, il y avait moins de morts, si on mettait au monde un bébé qui n'était pas encore tout à fait fini, si on peut ainsi dire, et que la dernière partie de la maturation continue après la naissance. C'est pour ça qu'on se trouve, c'est une des perspectives, chez l'homme avec finalement des nouveau-nés très fragiles, pas tout à fait terminés, mais le grand avantage est aussi que du coup, je dirais, ce développement du bébé jusqu'à ce qu'il soit un tout petit peu autonome se fait en interaction sociale. C'est-à-dire, ça permet aussi à une société ou au niveau de l'évolution même de devenir finalement de plus en plus sociale et d'avoir cette flexibilité à travers des générations de s'adapter que l'homme a. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il y a, si on est dans l'évolution, en fait, il y a des modérateurs de l'évolution qui sont assez anciens, qui sont le toucher, le poids à peau. Ça, on trouve aussi chez les primates et d'autres animaux. Et ceux qui sont plus récents, et de là font partie le mamanet, le gestuel, mais aussi le rôle du pleur de l'enfant pour attirer l'attention, pour vous donner quelques exemples. Carmen, j'ai encore une question, excuse-moi. Est-ce qu'il existe un équivalent du mamanet en langue des signes? Alors, vous me posez une colle parce que je ne suis pas spécialiste des langues des signes, mais il y a plein d'expérimentations qui ont été faites où les enfants qui sont sourds-muets regardent des adultes qui s'adressent à eux en mamanet. Et là aussi, ce qui est intéressant, mais ça doit plutôt être justement les signaux visuels. Je pense que quand on regarde un visage qui fait du mamanet, il regarde aussi plus quand c'est du mamanet que de la parole dirigée vers un adulte, comme si on a parlé comme un adulte. Donc ça, je peux le dire. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre le sait d'ailleurs dans l'audience, parmi les orthophonistes notamment, s'il y a un mamanet en langue de signes, je ne suis pas sûre. Je dirais c'est probablement du coup peut-être plus par d'autres canaux que ça passe, notamment gestuelle et expression du visage. Si jamais quelqu'un me met quelque chose dans le chat, je serais aussi intéressée. Voilà. Alors, quel impact est-ce que ça a maintenant sur le développement du bébé? Alors, 4 impacts prouvés. Donc, quel effet est-ce que ça a? Donc, tout d'abord, ça aide à communiquer donc l'affect et les émotions. Chez les bébés qui n'ont aucune connaissance linguistique, ils vont du coup beaucoup s'appuyer, et je reviens plein de fois là-dessus pour savoir vraiment marteler ça, sur la prosodie. Donc la prosodie est le plus important, la composante du mamanet la plus importante pour transmettre l'affect et les émotions. Et d'ailleurs, comme les bébés comprennent assez vite l'intention de communication, si c'est approbation, le bébé va regarder plus, et très vite il comprend s'il y a interdiction, le bébé va commencer à dévier son regard et ne plus regarder, par exemple. Et ça se retrouve, il y a des marqueurs physiologiques aussi pour ça qu'on peut mesurer. Ça a été fait avec la fréquence cardiaque ou l'électroencéphalogramme. Mais le mamanet facilite aussi l'interaction sociale via la préférence pour le mamanet. Alors, je vais vous montrer une vieille vidéo de l'université de Washington. Alors, il n'y a pas de son, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, donc je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, ça, c'est Paul qui est testé. Et donc, il est sur les genoux de sa maman. Et quand il tourne sa tête à droite, il va avoir des paroles d'adultes pour les adultes. Pendant 8 secondes. Quand il tourne sa tête à gauche, donc là, il regarde à droite. Quand il tourne à gauche, il va avoir du mamanet pendant 8 secondes. Et du coup, on le laisse d'abord faire. Donc, il teste ça plusieurs fois. Il essaie de comprendre ce qui se passe. Et progressivement, Paul, ce qu'il va faire, il va uniquement encore regarder vers la gauche. Il va juste se tourner pour avoir du mamanet et il va complètement ignorer l'autre côté où il y a une parole plus d'adulte qui se passe. Et il semble grandement se réjouir de cette petite expérimentation pour avoir du mamanet un peu à la demande. Pourquoi c'est important? Parce que si le bébé est plus engagé parce qu'il a une préférence pour le mamanet, comme on a vu, les mamans vont aussi faire plus de mamanet et ça maintient donc beaucoup plus dans une interaction avec l'autre finalement. La préférence, ça s'observe comment? Il y a plus d'attention. Vous avez vu des photos d'Éléonore, plus de regards, plus de réponses. Et ça varie avec l'âge parce que entre 3 et 6 mois, le bébé
va d'abord préférer le confort et après va plus préférer l'approbation. Et après, entre 6 et 9 mois, ça va passer de l'approbation à des choses un peu plus dirigistes parce qu'ils vont être plus informatifs et avoir plus d'informations. Et globalement, cette préférence pour le mamané va diminuer du côté des bébés aussi à la fin de la première année parce qu'il en a tout simplement moins besoin. Il a aussi une préférence, bien sûr, pour le mamané parce que c'est plus chargé, on revient toujours au même, par un effet positif qui est chez l'homme, contrairement aux animaux, très, très important. Ça va aussi susciter, le mamané, l'attention chez le nouveau-né et favoriser les apprentissages. Donc, il regarde plus. Et ce qui est intéressant, quand on parle maintenant d'objet, il va plus suivre le regard des parents vers un objet si c'est précédé par du mamané. Oh, regarde cette petite ours, par exemple. Hein. Donc, il va du coup pouvoir suivre parce qu'il comprend que c'est important. Et du coup, les bébés vont être attentifs à l'attitude des parents émotionnellement envers l'objet. Et ça, c'est finalement quelque chose qui permet au bébé de développer du coup mieux et plus rapidement ce qu'on appelle l'intersubjectivité, mais aussi être probablement parmi les premières étapes pour développer la théorie de l'esprit. Alors, c'est quoi tout ça? C'est ces mots qui, pour certains, vous disent beaucoup de choses et à d'autres, peut-être pas du tout. En fait, il existe, j'ouvre une parenthèse, chez l'homme, dans la cognition sociale, un système pour lire l'intention de l'autre, le mind reading system. Donc, en fait, normalement, à l'âge adulte, nous savons nous représenter l'état mental de l'autre qui est en face de nous. Nous allons comprendre que lui, il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas les mêmes façons de penser. Et nous, on arrive à s'imaginer ce que l'autre a comme intention, comme sentiment, même si ça n'est pas du tout ce que nous, on ressent actuellement. Et ça se met en place tôt, justement par la détection du regard adressé. Et vous voyez à quel point le mamané favorise ça. Et par la détection de l'intentionnalité. Quand je regarde quelque chose, je le veux, qui est vers la fin de la première année de vie. Alors, par exemple, détection de l'intentionnalité, c'est ça. C'est-à-dire, un bébé va vite comprendre quand la maman regarde un objet, ici, une sucrerie avec des grands yeux et une expression très positive, que c'est un objet qu'elle convoite et qui l'intéresse beaucoup. Et du coup, très vite, les enfants vont comprendre ça. Et par la suite, ça c'est la base pour avoir vraiment de l'attention partagée, l'attention conjointe autour des objets. Et ça c'est la base un peu plus tard, vers l'âge de 3-4 ans, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire l'enfant sait se mettre à la place de quelqu'un d'autre, même s'il ne sait pas du tout ce que lui-même il vit. Je vous donne un exemple très concret que les enfants à 3-4 ans qui vont bien vont pouvoir faire. On leur fait jouer ou on montre ça sur des images. On dit, ben voilà, regarde, ici tu as 2 poupées. Tu as Sally à gauche qui a une boîte et tu as Anne à droite qui a un panier. Donc, Anne, elle a une bille. Elle va mettre sa bille dans son panier. Et puis, et ça on peut mettre en scène, Anne, elle va partir. Et donc, Sally se retrouve toute seule avec les objets. Et ce qu'elle va faire, elle va prendre la bille dans le panier de Anne et elle va la mettre dans sa boîte. Et donc, du coup, on va jouer que Anne revient et on va demander à l'enfant où est-ce que Anne va chercher finalement sa bille. Pour les enfants qui ont bien acquis ces compétences de théorie de l'esprit, ils savent très bien que Anne est partie. Elle n'a pas pu voir que Sally a déplacé la bille. Et quand Anne revient, bien sûr, où est-ce qu'elle va chercher sa bille? Là où elle l'a laissée, parce qu'elle ne peut pas savoir que quelque chose a changé. Donc, elle la cherche dans le panier. Pour les enfants qui n'ont pas ça, qui pensent qu'eux, ils ont vu que la bille a été transposée, du coup, tout le monde sait que la bille a été mise dans la boîte. Ils vont répondre dans la boîte, parce qu'eux, ils l'ont vu. Donc, Anne doit en quelque sorte le savoir. Vous voyez? Ces systèmes complexes, la compréhension des intentions de l'autre, le mamané est une situation, c'est vraiment quelque chose qui entraîne ça à un petit niveau au cours de cette première année de vie. Donc, c'est vraiment la base pour cet apprentissage autour de la compréhension des intentions. Et finalement, et ça, c'est plus disputé parmi les spécialistes, donc je ne vais pas aller dans tous les détails, si les orthophonistes ont des questions, on peut y revenir, mais certes, la majorité des études montrent qu'il y a la facilitation de l'acquisition du langage. Globalement, les études disent le plus important reste au nouveau la prosodie, parce que les bébés arrivent à mieux discriminer les syllabes.
à mieux catégoriser des voyelles, à mieux segmenter la parole parce qu'ils comprennent ça c'est une unité, ça c'est une unité parce qu'il y a des pauses entre les deux. Et ils vont reconnaître plus de mots, premièrement parce qu'il y a plus d'affect, mais parce qu'aussi il y a plus de répétition des mots importants, par exemple. Au niveau des propriétés linguistiques du mamanais, ça intervient un peu plus tard. On a montré que si les parents choisissent une construction un peu plus simple, ça peut favoriser le langage. Si on a un mamanais, mais adapté à l'âge de 30 mois, que le vocabulaire est augmenté un an plus tard. Et aussi que finalement, il y a une certaine construction qu'on fait souvent. Les mots les plus importants, on les met à la fin des phrases. Et du coup, ça permet de comprendre quel est le mot le plus important, mais aussi à segmenter finalement la parole. Donc, la majorité s'accorde, mais sur les détails, ils ne sont pas tous d'accord que le mamanais facilite l'acquisition du langage. Et du coup, je résume ça, tout ça, ce qu'on vient de dire sur le mamanais. Le mamanais, parce qu'il est chargé d'affect, hein, et ça c'est beaucoup lié à la prosodie, va déclencher une préférence chez l'enfant et va très fortement favoriser chez l'enfant le développement qu'on appelle socio-cognitif. Donc c'est vraiment un niveau social, mais aussi un niveau cognitif. Parce que la préférence pour le mamanais, ça va soutenir les interactions sociales du bébé. Le mamanais va donc aider à transmettre l'affect, améliorer l'acquisition du langage et stimuler globalement l'attention conjointe et l'apprentissage. Et aujourd'hui, on ne fait pas tout ça à la main. Donc ici sont mes collègues Catherine Saint-Georges et David Cohen. Il y a aussi des programmes d'analyse automatique. Je vais vous montrer ici. Donc on a la vidéo et le programme va automatiquement détecter qui parle. Et si c'est du vrai mamanais, donc ici the motherese, ou pas. Et donc ça permet de travailler de façon isolée sur la voix et de faire des recherches sur ça sans chaque fois associer la composante visuelle parce que normalement c'est bien sûr intégré. Hein. Donc ça, bien sûr, et ça avec du machine learning, ça devient de plus en plus sophistiqué et donc les recherches vraiment très intéressantes sont en cours à ce niveau-là. Voilà. Alors, Isabelle, je compte sur toi pour m'arrêter, hein, parce que c'est 7h12. Je peux encore 10 minutes? D'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a des difficultés? Je vais quand même vous parler de ces situations parce que je pense même spontanément, vous y avez pensé quand on a parlé maintenant de la qualité de cette synchronie, à quel point c'est important. Donc, je vous parle d'une situation qu'on rencontre bien sûr beaucoup en pédopsychiatrie quand la difficulté est du côté de l'enfant. Il s'agit des troubles du spectre de l'autisme. Donc, c'est un trouble fréquent. Aujourd'hui, on considère environ 1% des enfants ont une forme plus ou moins légère ou sévère de ce trouble. Et les critères diagnostiques incluent, on ne va pas aller dans les détails, hein, les déficits persistants de la communication et des interactions sociales. Et quand il y a des signes précoces, c'est justement souvent un regard qui n'est pas fixé vers l'adulte, un regard un peu évitant ou en tout cas pas très présent. Pas beaucoup de réactions finalement même à du mamanais. Et vite, les parents peuvent se trouver en difficulté. La majorité, vous avez entendu, vont plutôt augmenter du coup le mamanais. Parfois, les parents, ou ça peut arriver dans un deuxième temps, s'épuisent un peu. Et du coup, on arrive à ce qu'autrefois, à ces situations un peu tragiques, où plusieurs années d'après, quand on laisse couler sans aucune prise en charge, on trouvait des familles parfois très silencieuses et finalement peu communicatives. L'origine ne venait pas des parents, ce n'était pas parce que les parents n'avaient pas correctement, surtout des mères, bien sûr, les mères étaient longtemps accusées hein, de ne pas être des bonnes mères par rapport à un enfant qui avait des symptômes d'autisme. Non, la difficulté venait de l'enfant et du coup, ça n'encourageait pas le mamanais, entre autres, et parfois il pouvait y avoir vraiment un épuisement au niveau des interactions. Donc ici, clairement, les difficultés viennent du côté de l'enfant. Et alors, avec les analyses automatiques que vous avez vues, ici c'est un autre papier de Catherine Saint-Georges, vous voyez que normalement, en fait, comme je vous ai dit, la régulation du mamanais
en bleu, chez les enfants à développement typique, comme on dit, vous voyez, progressivement, ça va diminuer. Comme je vous dis, parce qu'après 1 an, on a moins besoin d'être autant dans la prosodie, etc. On voit bien que face à un enfant qui a des troubles de type autisme, plus tard, en fait, finalement, il y a une augmentation parce que les parents essaient de récupérer quelque chose parce que l'enfant, il voit bien, est en difficulté. Et ça va du coup augmenter pendant la première année de vie surtout, alors que chez un enfant avec une déficience intellectuelle, ça va être maximal chez les tout petits, mais là, ça va plutôt avoir tendance à diminuer aussi, même à moindre degré que dans le développement typique. Alors que ce n'est pas le cas, vous voyez ici, forcément pour le toucher. Et du coup, l'intersubjectivité du côté du bébé, alors qu'il augmente très fortement dans les 18 premiers mois en bleu chez les enfants à développement typique, et bien sûr, c'est très compliqué pour un enfant avec autisme et c'est aussi compliqué pour un enfant qui a une déficience intellectuelle. Du coup, dans cette boucle que je vous ai montrée tout à l'heure, la synchronie du côté de l'enfant, elle n'est pas là. Et beaucoup de parents, et ça c'est bien, vont plutôt essayer d'avoir plus de toucher, plus de mamaner. Le papa va plus intervenir pour justement essayer de récupérer quelque chose. Et juste pour vous dire aussi qu'au niveau des hauts niveaux de science, c'est les thérapies les mieux validées actuellement dans l'autisme. C'est intéressant parce que ça date des 4-5 dernières années, sont des thérapies qui ciblent à nouveau la synchronie, en fait, alors que c'était très démodé, il fallait être dans le tout comportemental. Mais on a pu montrer que des thérapies qui ciblent la communication sociale et vraiment la synchronie ont beaucoup d'effets. Pourquoi ? Pas parce que les parents n'étaient pas assez synchrones avant, mais parce que ces bébés-là ont besoin de plus de synchronie. Là, on doit être ultra parfait presque au niveau de la synchronie. Du coup, ça aide d'avoir un soutien pour comprendre comment on s'adapte au mieux à ces bébés qui ont des difficultés. Et ils ont pu montrer dans une étude longitudinale que c'est vraiment l'amélioration de la synchronie des réponses parentales à l'enfant parce que l'enfant en avait besoin, qui améliore du coup l'initiation de la communication sociale chez l'enfant et l'amélioration après de la symptomatologie autistique, même si ce n'est pas une amélioration forcément extrêmement flagrante. Par exemple, s'il y a une déficience associée, il y a aussi parfois, ça ne peut pas être spectaculaire, mais par rapport à un groupe contrôle, c'était très, très net. Et donc, en France, il y a, là, nous sommes plusieurs à être formés par Catherine Aldred et son équipe de l'Université de Manchester, où cette thérapie a été développée. La deuxième situation, c'est quand la difficulté est vraiment du côté du parent. Alors ça, c'est dans toutes les dépressions le cas, mais peut-être le plus terrible dans la dépression du postpartum qui touche quand même beaucoup, beaucoup de femmes. Alors, une femme sur 5 environ a soit des symptômes anxieux ou dépressifs pendant la grossesse ou après l'accouchement. Alors, des formes de dépression déclarée, c'est un peu moins, mais quand même, il s'agit finalement d'une situation assez commune, mais qui peut avoir, si ce n'est pas prise en charge, des effets vraiment importants sur la relation et la mise en place de ces premières interactions. Alors, du coup, pour nous, comme on dit en pédopsychiatrie et en psychiatrie d'adulte, c'est toujours un peu une urgence. On intervient rapidement et dans les tableaux les plus sévères, où là où il y a d'autres troubles souvent associés, où parfois ça amène à des périodes où une hospitalisation devient nécessaire, parfois une hospitalisation même un peu plus longue. Donc, nous avons des équipes en psychiatrie d'adulte si l'hospitalisation de la maman devient nécessaire, mais aussi du côté de la pédopsychiatrie. Et parmi les ateliers qui sont proposés, ça ne va peut-être pas vous étonner, à l'UMN, donc à l'unité d'hospitalisation complète pour les mamans, du coup, il y a des ateliers berceuses, c'est-à-dire en collaboration avec le conservatoire. Il y a une personne qui intervient une fois par semaine pour chanter des berceuses avec les mamans, pour les encourager à chanter, parce que c'est ça qui peut parfois, du côté, peut à nouveau dégager quelque chose. Et un équivalent avec la même personne du conservatoire qui a du coup beaucoup l'habitude maintenant, avec laquelle on travaille. Il y a un atelier son et rythme pour les enfants du côté de l'hôpital de jour en pédopsychiatrie, justement pareil, pour favoriser la synchronie interactive justement dans ces situations un peu compliquées. Et voilà, je vais conclure. J'ai parlé déjà beaucoup trop longtemps, je sais. Donc, globalement, il faut comprendre que le mamanet fait partie vraiment d'une boucle interactive où, finalement, dès que l'enfant va décrocher un peu dans une situation face à face avec un peu de diminution de comportement intersubjectif, un peu de moins d'orientation, ben voilà,
ce que vont faire les parents, ils vont réguler, ils vont augmenter le mamané, augmenter le toucher. Et du coup, ça va faciliter à nouveau l'interaction sociale et l'engagement du père aussi va favoriser ça. Et finalement, chez l'enfant, ce que ça provoque, il y a plus de réponses intersubjectives, plus d'initiatives sociales et plus, d'une manière générale, des réponses envers les gens et des comportements réceptifs. Et du coup, il y a cette boucle vraiment très positive dont le mamané est une composante, un élément absolument essentiel. Donc, je tiens vraiment à remercier bien évidemment Adèle et Éléonore et à vous tous pour votre attention. Et donc, c'est avec grand plaisir que je réponds, si je le peux, à vos questions. Merci beaucoup, Carmen. C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant et passionnant, même tout ce que tu nous as raconté. Si je peux me permettre, en attendant que les questions arrivent là dans le chat, allez-y, vous pouvez commencer à écrire vos questions. Tu as parlé de mise en place d'ateliers de chants de comptines, de berceuses. Donc là, on quitte vraiment que le parler, on passe vers le chant. Et en quoi, là, le fait de chanter, est-ce que c'est différent? Est-ce que ça amène plus, moins? Comment? Alors, plus ou moins, c'est vrai que je pense que on ne peut pas, enfin, ça n'a pas été testé, mais je pense dans les situations où on est en grande difficulté, les berceuses donnent un cadre. Et les berceuses sont, dès qu'on se met à chanter, chargées d'émotions aussi. Et dans les moments où c'est ça la difficulté pour une personne, ça peut être un bon support finalement pour retrouver l'émotion, pour une charge émotionnelle positive. Ça va aussi être un lien avec la culture parce que les berceuses sont très, il y a des berceuses allemandes, françaises, africaines, sont très différentes. Donc ça permet aussi à chaque maman ou papa de se reconnecter avec sa culture d'origine. Et finalement, ça rappelle aussi les premiers liens que ses parents avaient quand ils étaient enfants, s'ils ont entendu des berceuses. Alors après, certains parents ont eux-mêmes vécu des petites enfances difficiles, ne connaissent pas de berceuses, et du coup, c'est effectivement un travail autour de berceuses que l'intervenante propose en fait à chanter. Et c'est vraiment très, très apprécié. Dans l'atelier pour les enfants plus grands, du côté de la pédopsychiatrie en hôpital de jour, ça va être plus le son et les rythmes. Là, on travaille vraiment sur les rythmes interactifs, s'écouter, en tenir compte. Tout ce qui n'est pas aussi facile que ça devrait être dans une interaction, je dirais, spontanée et naturelle, comme beaucoup de parents peuvent l'avoir. Du coup, on peut le travailler de cette façon-là. Donc, ça permet de, sans l'expliquer comme je vous l'explique là, c'est plus intuitif, c'est plus de l'expérientiel, mais ça peut avoir beaucoup d'effets. Merci Carmen. Alors, est-ce que tu peux spéculer un peu sur le lien entre le mamané et le fait qu'on trouve le chant, et pas uniquement entre enfants, dans toutes les sociétés? Alors ça, c'est vraiment la spéculation du coup. Et le fait qu'on trouve le chant dans toutes, oui, finalement qu'on trouve le mamané et le chant dans toutes les sociétés, voilà. Oui, tu as raison, tu as raison. Alors, quelle est la poule et quel est l'œuf? Le chant, on partage beaucoup de choses avec le mamané. Le chant est en interaction sociale. On peut chanter seul, mais souvent on chante quand même pour des personnes ou en présence, en tout cas, d'autres personnes. Le chant est souvent chargé d'émotions. Et d'ailleurs, souvent, même si on ne le souhaite pas, en chantant, l'émotion sort. Du coup, c'est là que je vois aussi une similitude. Et du coup, ça renforce le lien. Je pense comme le mamané peut renforcer le lien avec un bébé. Écouter du chant, il y a quelque chose effectivement qui se passe, il y a un courant qui passe. Et si ça se trouve, là aussi, ça n'a jamais été fait, mais peut-être il y a aussi des ondes cérébrales qui se synchronisent. C'est possible, ça, il faudrait le tester.
Mais je pense que c'est quelque chose dans l'intersubjectivité aussi qui se met en place. Et c'est pour ça que dans les sociétés humaines, en tout cas, c'est important parce qu'à la base, nous sommes des sociétés collaboratives. Hein. Merci Carmen. Alors, merci beaucoup, super passionnant. Excusez-moi si vous entendez des petites bêtes chez moi, ce sont mes cochons d'Inde qui attendent d'avoir à boire et qui chantent aussi, et qui se font comprendre avec des sons. Merci beaucoup, super passionnant et mis en pratique actuellement avec moi et bébé, avec bébé. Donc, c'est Elsa qui nous dit ça. Merci, très intéressant. Alors, on a Camille qui nous dit, concernant justement les sociétés, comment expliquer qu'il puisse y avoir tant de différences entre les pratiques? Est-ce qu'on peut dire que les Américains sont plus dans le juste avec leurs bébés? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une question vraiment de calibrage probablement qui est un peu différent en fait hein, de ce que... Parce que l'essentiel, c'est d'être authentique en fait. Ça, j'aurais peut-être dû le préciser aussi. Ça se ressent si on veut juste faire semblant. La qualité propre du mamané, vous l'avez vu, c'est spontané, en fait, ça vient du cœur. Voilà, on ne peut pas inventer et faire ça, d'avoir une recette de mamané et de dire là, il faut vraiment que je lève ma voix jusqu'à tel niveau et je redescende. Ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça soit authentique. Et je pense pour les Américaines, parce que rien que la parole entre adultes est beaucoup plus expressif, mais je pense pour les Américaines, du coup, ça, je dis américaine ou américain, c'est effectivement c'est leur calibrage qui est comme ça, alors que ça va être chez nous perçu comme quelque chose de trop exagéré parce que nous avons moins l'habitude et dans une culture asiatique encore plus bien sûr hein, pour donner quelques exemples. Donc mieux ce n'est pas toujours mieux ce n'est pas toujours plus de prosodie ce n'est pas toujours mieux quand on compare différentes sociétés, mais c'est plutôt, je dirais, la différence entre la parole dirigée à d'autres adultes et le mamané. Et cette différence, elle se trouve à un autre niveau aux États-Unis que peut-être en France ou en Angleterre, mais la différence va être quand même la même et être perçue. Alors, d'accord, c'est très clair. Merci beaucoup de Camille. Et puis Fabienne dit aussi merci beaucoup Carmen. Voilà, et donc pour le moment, je n'ai pas encore de questions écrites. Alors, si jamais vous avez envie de poser des questions encore, voilà, vous pouvez les écrire dans le chat. Et si vous avez envie sinon de décrocher, démuter votre micro parce que vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez le faire aussi. Alors, j'ai trouvé un article qui démontre l'existence du mamané en langage des signes. Ah, voilà. Et donc, ça, c'est une réponse de Richard. Et donc, il a posté l'article. Voilà. Donc, super, je regarderai ça. Moi, je voulais te faire juste une remarque, Carmen. J'ai à prendre. J'avais posé la question du mamané en langue des signes. D'accord. En fait, ce qui est intéressant et ce qui est parfois très compliqué, notamment avec maintenant le fait qu'on fait du dépistage précoce de la surdité, c'est qu'on a des annonces très précoces donc de difficultés auditives avant même qu'on soit entré dans le mamané, notamment quand on est premier parent. Et on a un travail en collaboration, bien sûr, avec les orthophonistes. Notre rôle dans la prise en charge très précoce de ces enfants dont le statut est différent de celui de leurs parents. C'est-à-dire que dans 95% des cas, les parents sont entendants et arrive un enfant sourd et c'est la première fois que les parents sont confrontés au monde de la surdité. Et donc, si j'ai bien compris, ce mamané, cette stimulation, cette boucle interactionnelle, elle est fondamentale à s'installer. Alors, je suis moi. Il ne faut pas que les parents se freinent. Ça, la réponse est très claire. Ils peuvent faire du mamané avec la parole, avec des vocalises, parce que ça a été vraiment montré que les bébés aussi, comme bien sûr, le toucher va être d'autant plus important. Les autres signaux sociaux vont être importants, mais il ne faut surtout pas qu'ils se freinent en disant l'enfant ne va pas entendre. L'enfant va percevoir ça, toute cette charge, parce que c'est aussi dans les gestes qui vont avec. Et si
un parent entendant coupe la parole, j'aurais très peur qu'il y a plein d'autres choses qui sont coupées aussi, les gestes qui vont avec, l'expression au niveau du visage, parce que c'est tellement intégré chez nous, on ne peut pas juste enlever un signal en fait. On est multisensoriel, c'est multimodal. Si on enlève un mode, je pense que ça impacte tous les autres. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils changent quelque chose, ils font du même année, comme ils feraient aussi avec un enfant entendant. Et après, avec des spécialistes que je ne suis pas, se laisser accompagner pour voir comment contourner, comment mettre en plus la langue de signes en place. Mais surtout, surtout pas se limiter par rapport au mamanais. Oui, parce que ça peut, comme tu le disais, être une situation à risque finalement du côté du parent finalement. Voilà, si le parent pense effectivement qu'il ne doit pas faire comme il aurait envie de faire, par exemple, il faut vraiment rester là-dedans. Merci beaucoup. Merci Elisabeth pour ta question. Merci Carmen d'y avoir répondu. Une autre question de Viviane. Est-ce que échanger en mamanée tardivement avec un enfant qui en a été privé bébé peut lui apporter des bienfaits? Alors, tardivement, ça serait un peu à préciser, c'est-à-dire. Alors, Viviane, qu'est-ce que vous appelez tardivement? Alors, je pense que j'entends plusieurs choses dans la question. Après, Isabelle va me préciser. Alors, premièrement, le mamanais, comme c'est effectivement essentiel dans la première année de vie. Mais après, ça ne va pas tout de suite, la parole qu'on adresse à un enfant ou les échanges ne vont pas tout de suite être comme avec un adulte. Donc, en anglais, par exemple, on dirait d'abord infant directed speech et après, on dirait child directed speech. Donc, ça se modifie un peu, mais il y a toujours quand même plus de prosodie, un peu de simplification au niveau des phrases, plus de mots importants à la fin. Pendant un certain temps, on utilise encore la troisième personne, etc. Donc, ça se poursuit un peu dans une version atténuée au-delà de la première année de vie. Je pense que ce que j'entends dans la question, il n'y a pas que le mamané auquel l'enfant n'a pas été exposé. Souvent, il n'est pas exposé au mamané. Si c'est le cas, il n'est pas exposé à une synchronie interactive d'une manière générale. Donc, je dirais plutôt, c'est bien d'être adapté par rapport à son âge et d'être dans une bonne synchronie, d'essayer de là, effectivement, par exemple, si il y avait une situation de dépression du postpartum petit, ce n'est pas la faute des mamans d'ailleurs, donc, mais ça peut arriver on n'a pas besoin de compenser ça en parlant comme un tout petit bébé, un enfant qui a maintenant 18 mois, mais auquel on n'a peut-être pas parlé beaucoup en mamanais auparavant. Mais d'être tout simplement en synchronie interactive avec tout ce qui va avec. On ne va pas rattraper ça artificiellement, mais si l'enfant, à partir de l'âge 18 mois, a du coup des interactions de qualité, ça va faire qu'il peut développer des liens secure, il va se sentir en sécurité, des bons liens affectifs. Donc voilà, et surtout ne pas se culpabiliser si c'était ça la situation tout au début de la vie, parce que effectivement beaucoup de mamans le vivent très mal, essaient après de compenser, et se laisser accompagner aussi, si c'était une situation de ce type, de chercher du soutien professionnel, ça peut être extrêmement aidant auprès de psychologues spécialisés ou de psychiatres ou de pédopsychiatres. Donc effectivement, c'était après 1 an, par exemple. Donc, je pense que tu as répondu à la question. Ensuite, est-ce que l'on est un peu déséquilibré si on n'a pas reçu suffisamment de langage en mamanais? Donc, est-ce qu'on est un peu déséquilibré quand on est adulte? Donc, c'est Florence qui nous pose la question. Est-ce que c'est quand on est adulte que vous voulez dire, ou est-ce que c'est en tant qu'enfant, ou est-ce que vous pourriez aussi préciser un tout petit peu? Oui, alors encore une fois, je vous parle là des liens qui sont faits au niveau des études, mais ce n'est jamais, bien sûr, du 100%. Il ne faut pas se dire, oulala, mes parents ne m'ont pas jamais parlé en mamanais. Du coup, j'ai certainement des séquelles, par exemple, émotionnelles. Tout dépend comment ça s'est passé par ailleurs. Par exemple, la situation qu'Elisabeth avait évoquée, ça peut être l'inverse. On peut avoir des parents sourds-muets et un bébé qui entend. Ce bébé ne va pas être exposé à du mamanais, mais il va être exposé à une interaction, une synchronie interactive de qualité. C'est ça qui est le plus important en fait. Le mamanais, c'est une composante, mais ce n'est pas la seule composante. Si on a des liens précoces
très compliqué de manière générale, le mamané, mais tout le reste qui vient avec, oui, je ne peux pas dire, ça laisse souvent, pas toujours, parce qu'il y a des résiliences qui sont plus ou moins importantes chez chacun, ça laisse des petites ou des plus grandes traces dans la vie. Ça ne veut pas dire on ne peut pas avoir une vie accomplie, heureuse en tant qu'adulte. Parfois, ça nécessite un travail psychothérapique par exemple. Parfois, non. Des accompagnements de différents types peuvent aider. Donc, ce n'est jamais absolu. Il y a des personnes qui ont eu des enfances extrêmement difficiles et finalement, ça a eu peu d'impact sur leur trajectoire de vie ou sur leur bonheur personnel, et d'autres où il y avait des petites difficultés de manière, mais perçues comme de manière très importante et avec des conséquences plus importantes. Donc, je pense c'est difficile de répondre. Là, on a montré des liens, mais il n'y a pas forcément des séquelles majeures si ce n'était pas absolument parfait dans la petite enfance. D'ailleurs, Winnicott a dit, et je pense que ça, il faut se rappeler, il parlait des mamans à l'époque parce que c'était l'époque, mais il faut être une mère suffisamment bonne, il ne faut pas être une mère parfaite. Et d'ailleurs, des enfants, quand je parle des synchronies, juste pour vous donner un peu une idée, parce que peut-être j'ai stressé maintenant plein de parents, je ne voulais pas faire ça, parce que normalement, si vous êtes 50% du temps d'interaction avec vos enfants en synchronie, ça suffit largement pour les enfants. On n'a pas besoin d'être 100% en synchronie. 50% pour un enfant qui n'a pas de difficulté, ça suffit. Pendant les moments d'interaction, vous n'avez pas besoin d'être parfait du tout. Dans des situations où l'enfant a des difficultés, comme dans l'autisme, c'est mieux si on est un peu plus synchrone, parce que l'enfant a des difficultés. Mais sinon, vraiment, avec ce que la majorité des parents font, c'est très, très bien. Et donc, surtout, je ne veux pas stresser les parents qui se disent qu'il faut que ça soit absolument parfait. Pas du tout. Merci Carmen, donc c'était effectivement en tant qu'adulte. Et donc là, j'ai une autre question. La voix est aussi différente quand on s'adresse à des enfants, n'est-ce pas? Tout à fait. Christelle qui nous dit ça. Tout à fait, la voix est différente et vous l'avez entendu dans la toute première vidéo de la maman d'Adèle où vraiment elle baisse mais beaucoup sa voix, on dirait que ce n'est pas tout à fait la même voix. Oui, elle est vraiment différente. Mais comme la voix peut être aussi assez différente finalement quand on parle une autre langue aussi, parce que dans une autre langue on s'exprime souvent différemment. Voilà, quand moi je parle allemand ou français, je ne pense pas que ma voix soit tout à fait pareille, effectivement. Alors justement, c'est Guillaume qui va mettre l'accent là-dessus et qui dit, d'une part, vous dites que la prosodie du mamané véhicule la même émotion, peu importe la langue. D'autre part, vous soulignez que le mamané met l'emphase sur le dernier mot de la phrase. Ce mot n'a pas la même importance dans chaque langue. Par exemple, s'il s'agit du verbe en allemand, quelles sont les différences du mamané en fonction des langues et dans quelle mesure cela impacte le développement de l'enfant? Alors, ça c'est la position du mot dans la phrase du mamané. C'est vraiment pour l'aspect plus qui favorise de comprendre un nouveau mot. Donc, on peut apprendre plus facilement si c'est bien souligné. Et il est bien souligné par la position dans la phrase, mais aussi par une prosodie. Par exemple, quand les parents savent qu'un bébé comprend déjà des mots qui sont beaucoup utilisés, souvent on ne met pas beaucoup d'emphase, on met beaucoup d'emphase sur un nouveau mot. Oh, tu vois, ici c'est un avion, par exemple, et pas une voiture qu'on a déjà montré beaucoup de fois. C'est quand même souvent dans les langues, alors moi qui connais bien l'allemand, on tourne des phrases de manière bizarre pour souvent avoir le mot quand même dans une position proéminente. C'est-à-dire, même en français, on va dire il est où le chien ou en allemand, on dirait, ça c'est normal, wo ist der Hund? J'essaie de trouver un bon exemple maintenant, mais souvent on tourne des phrases, même qui naturellement ne seraient pas comme ça, de sorte que c'est plutôt en fin de, mais pas systématiquement, mais plus souvent en fin de phrase, avec beaucoup d'emphase, qu'on a des nouveaux mots. Même s'il y a des petites différences qui existent, que c'est clair entre les langues. Je ne dis pas que c'est tout pareil. Il y a des parties communes, universelles, et d'autres qui sont plus spécifiques aux langues. Alors Camille, elle nous dit, si le mamané présente des avantages indéniables chez l'enfant de moins de 2 ans,
est-ce qu'un enfant exposé à un âge plus élevé ne risque pas de voir des retards de langage? Je pense notamment aux mots infantilisés comme le dada, comme pour le cheval par exemple. Oui. On va aller voir le dada. Alors, après, autant que les mamanais, c'est bien pour les petits, ça montre aussi parfois que certains adultes ont du mal à s'ajuster, et pour plein de raisons qu'on pourrait maintenant discuter, et ne réduisent pas de manière adaptée l'apport à l'enfant. C'est-à-dire, si on reste jusqu'à l'âge de 6 ans, on parle toujours en face de l'enfant, on ne dit pas tu, mais on dit Julie fait, ou on parle de soi-même en tant que maman. C'est très, très inadapté. Normalement, et ça les études le montrent, les parents s'ajustent au niveau de langage de l'enfant, aux compétences d'interaction et vont du coup progressivement évoluer vers un niveau qui est de plus en plus adapté. Si on reste avec des mots inventés pendant très longtemps, évidemment, là, ça peut avoir des conséquences négatives sur le développement du langage à ce moment-là. Et l'enfant ne va pas pouvoir enrichir son stock lexical autant ou pas faire autant de progrès. Ça, c'est vrai. Donc, ça existe. Parfois, les raisons sont que certains parents souhaitent que l'enfant reste assez petit. Ils aiment beaucoup un enfant tout petit et ils aimeraient bien qu'il reste tout petit. Hein. Donc, c'est parfois pas tout à fait conscient. Et du coup, ils le traitent un peu plus comme un enfant plus jeune. Ils ne s'adaptent pas autant. Donc, en fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment rester adapté, enfin, avoir ce langage qui évolue avec l'enfant et essayer au plus près d'adapter son langage finalement et d'essayer d'être dans le... Alors, par rapport à ce type de conférence, je tiens à dire une chose. C'est vrai que c'est comme lire des livres sur l'éducation optimale des enfants. C'est bien de s'en informer parce que c'est intéressant. Et là, je vous parle des études et voilà, des choses qu'on a trouvées. Si après, vous essayez de manière très artificielle de le mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Pour la grande majorité des parents qui n'ont pas de difficultés, vous vous faites confiance, vous faites comme vous pouvez, ça sera probablement très très bien et spontanément, vous allez faire les bonnes choses parce que les études n'ont pas donné des instructions, ils ont observé ce qui se passe. C'est vraiment juste certaines personnes qui ont des difficultés et ce sont des contextes particuliers où là, ils ont besoin d'un peu de soutien. Mais normalement, faites-vous confiance, vous êtes comme vous êtes et vous allez vous adapter automatiquement à un bon niveau de mamanais et réduire le mamanais quand c'est le temps. Alors là, j'ai de nouveau une question. Pourquoi parle-t-on à un animal de compagnie comme à un bébé et réciproquement? D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a parlé de son chat. Donc, je crois même que c'est Elisabeth qui nous a dit moi, j'ai l'impression de m'entendre parler avec mon chat. C'est ça. C'est une bonne question. Je pense que les animaux, on les perçoit parfois comme, ils ont parfois aussi de la place comme des enfants. Hein. C'est un membre de la famille. Et, ils ne vont pas grandir comme nos enfants. Ils restent un peu petits souvent. Ils sont dans des positions, comment dire, développementales inférieures à la nôtre, comme le serait un jeune enfant. Je pense qu'il y a plein de raisons. Et c'est aussi la charge affective. Je pense comme un chien aussi va comprendre la prosodie, va comprendre très bien l'intonation, quand est-ce que c'est interdit, quand c'est une approbation. On sait que le chien le comprend bien et du coup on utilise effectivement ce type de langage qui permet au chien de comprendre ce qu'on veut. Si vous parlez au chien de manière extrêmement neutre et vous utilisez juste des mots, le chien ne va pas comprendre. Alors, est-ce que si les parents parlent plusieurs langues, ça en enrichit le mamanais ou c'est compliqué, ça complique le contexte et c'est possible d'avoir un retard de langage? Non. Alors, ça, c'est toujours cette question, à celle-ci, on a pu répondre. Globalement, il n'y a pas de retard de langage. Il y a certains enfants qui sont exposés à des multiples langues qui parfois peuvent un peu plus tardivement débuter, mais après pas très vite. Alors, ce n'est pas un vrai retard en fait. Hein. C'est effectivement parfois des enfants un peu observateurs hein, qui vont enregistrer beaucoup et comparer différentes langues. Ça peut parfois être le cas qu'ils attendent un peu plus longtemps, je dirais, mais ça n'engendre pas des retards de langage. L'enfant a tout à fait des compétences pour trier, pour comprendre ce qui vient d'une langue et d'une autre. Et encore une fois, toutes les composantes universelles du même année sont présentes dans les deux langues et ça va être beaucoup la prosodie qui va être chargée d'émotions et donc aucun problème de parler à l'enfant dans plusieurs langues si c'est fonctionnel. Il ne faut pas que
on parle d'une langue qu'on a soi-même juste appris et qui n'est pas une langue maternelle, mais c'est aucune difficulté de parler la langue maternelle, même si ce n'est pas la même du papa ou de la maman. D'ailleurs, pour les grands-parents, ça vaut aussi. Est-ce une bonne image de dire que le mamané, c'est un genre de pont vers la langue normale? Oui, parce que c'est en quelque sorte une forme émotionnelle du langage. On pourrait le dire comme ça. Du langage normal si on veut. Mais dans un premier temps, on présente ça d'une manière plus digeste et plus émotionnelle. Et ça permet à l'enfant voilà, de comprendre un peu plus, je dirais, en fait, le rôle du langage qui est justement d'interagir en fait et d'interagir émotionnellement aussi avec l'autre. De ce point de vue-là, si je comprends bien la question, ça peut être tout à fait un pan. On attire l'enfant davantage pour l'exposer à un langage plus facile à comprendre, plus chargé en émotions et pour l'amener vers un langage plus comme le langage de l'adulte ensuite. Et du coup, être bilingue, c'est peut-être avoir été exposé à 2 mamanés ou papanés différents. Oui, tout à fait, ça peut être ça. C'est une jolie image, effectivement. Alors moi, j'aimerais bien revenir aussi en attendant qu'il y ait une autre question qui se pose, j'aimerais aussi revenir au chant et à la berceuse. Il y a beaucoup de... aujourd'hui, on est dans une société où on chante de moins en moins et où les mamans n'osent plus chanter devant les autres adultes en général. Donc, des fois, quand elles sont même avec leur bébé toute seule, elles n'y arrivent plus. Est-ce que c'est important de continuer à chanter? Est-ce que c'est important de continuer à chanter des berceuses? Est-ce que c'est important que les enfants entendent des berceuses? Alors, si ce n'est pas la maman qui les chante, est-ce que c'est... Parce qu'on me demande souvent des enregistrements de berceuses. Est-ce que c'est important que les enfants continuent à entendre chanter et à entendre de préférence la voix de leur maman ou de leur papa chanter? La musique a des effets globalement très positifs sur l'enfant. Il y a une certaine rythmicité, il y a une prévisibilité. Et la berceuse, c'est ça aussi. On ne chante pas chaque soir une autre berceuse. Souvent, on a un petit répertoire de quelques berceuses, pas beaucoup, qu'on va reprendre. Et donc, les enfants aiment énormément à cet âge-là la répétition parce que ça permet de faire des prédictions, d'anticiper, d'être confirmé. Donc, ça fait que l'enfant mémorise, a un certain contrôle sur une situation. C'est pour ça qu'on utilise ça aussi souvent au moment, par exemple, des transitions le soir. Une berceuse peut faire partie de ça parce que ça fait que l'enfant a le contrôle sur la situation parce qu'il sait combien de temps va durer la berceuse, parce qu'il y a, enfin, intuitivement, il sait ce qui va venir et à quel moment il y aura la séparation avec le parent. Donc, le fait que c'est pas comme une surprise qui arrive d'un coup, mais quelque chose qui est prévisible, ça aide beaucoup. C'est dans cette période transitionnelle. Alors, de là à dire est-ce que c'est absolument nécessaire, comme toujours, on peut pas dire ça. Je pense que le fait qu'on chante moins, c'est que globalement dans la société d'adultes, on n'est pas censé autant d'exprimer nos émotions. Dans le cadre professionnel, je dirais de toute façon pas. Ce n'est pas souhaité souvent, en tout cas dans notre société ici, occidentale. Et en fonction des cultures, ça peut être encore plus prononcé. Et du coup, forcément, dès qu'on chante devant d'autres, on engage quelque chose de soi et on transmet des émotions. Beaucoup de personnes se sentent mises à nu et ne souhaitent pas faire ça. Je pense qu'il ne faut pas du coup se forcer. D'avoir des berceuses enregistrées, ça permet peut-être à un moment quand même, parce que l'enfant commence à les chanter, par exemple, ou à faire la mélodie, de rentrer là-dedans et d'oser et de redécouvrir ce plaisir-là. Mais je pense qu'il ne faut pas forcer, ça c'est sûr. Merci Carmen. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez encore envie de poser des questions à Carmen? Pour le moment, je crois que ça s'est arrêté là, les questions. Donc, tout doucement, il est 19h49. Donc, on peut aller doucement vers la fin de cette séance. Alors, avant de se quitter, on a une petite tradition, c'est d'entendre vos voix aussi.
et de vous voir éventuellement. Donc, si vous voulez rallumer vos caméras et vos micros, du coup, on pourra entendre vos voix. Ça fait partie de nos traditions maintenant de la Maison de la Voix. Voilà, pour certains qui nous connaissent bien, qui nous suivent depuis le mois d'avril. Il y a 2 conférences par mois pratiquement, que vous retrouvez en replay sur le site de Courant d'Art. Donc, cette conférence sera à partir de demain sur le site de Courant d'Art aussi. Vous pourrez la revoir en replay aussi. Voilà, si vous avez loupé des choses, tout va bien. Donc, voilà, donc Carmen, merci, très intéressant. C'est très riche et détaillé. Merci beaucoup. Voilà, donc je crois que tout le monde a été vraiment passionné par ce que tu nous as raconté. Et on est vraiment... C'était un plaisir. Et voilà. Voilà, donc nous, on va fermer la salle, comme voilà, même si on n'est pas ensemble dans la même salle géographiquement, mais on ferme la salle et donc petit à petit, eh bien, vous pourrez nous quitter. Et puis, surtout, n'oubliez pas de nous faire entendre vos voix. Au revoir à tout le monde et au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Merci Carmen. Super intéressant. Ça donne envie d'être jeune maman, mais c'est fini. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Carmen, merci Isabelle. Mais un arrière-plan virtuel. revoir.